vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Ça va Philippe David? Ça va toujours très bien, Cécile et vous? Écoutez, je me suis entirloqué, je sais pas comment on dit. Vous avez... Interloqué, ça vous inventez des mots maintenant. Oui, interloqué. Interloqué, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Je me suis entiré, c'est hyper chic. Il y a encore de la place dans le Larousse. Oui, il y en a plein. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, je me suis interlocuté. Et pourquoi? Interlocuté, j'adore. Voilà, c'est pourquoi pas. J'adore interlocuté. J'aime beaucoup ce mot. Et vous avez beaucoup de bravitude. Ouais. Moi, j'adore les néologismes, excusez-moi, parce que souvent, je trouve qu'ils disent beaucoup plus que le langage réel. Donc, je vais parler qu'en néologisme, tiens, aujourd'hui. C'est bien, personne ne va comprendre. Déjà, Ça va pas changer, vous me direz. Quelle vanne, facile. Les grands esprits se sont trouvés. Oh, l'école du rire, c'est merveilleux de vous voir tous les deux, vraiment. On en est là. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude qui vous attend, bien entendu. Et ce sommaire de cette émission aujourd'hui, le grand débat du jour, 17h30. Gabriel Attal propose d'interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Le secrétaire général de Renaissance et ancien Premier ministre en appelle à une nouvelle loi contre le séparatisme. Alors parlons vrai. Est-ce que cette mesure vous paraît applicable? Et la question, interdiction du voile pour les filles de moins de 15 ans. La proposition de Gabriel Attal est, vous êtes dite à 48% démagogique, à 42% nécessaire, à 44% pardon nécessaire et à 8% scandaleuse. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Malik Bezou, sera avec nous, essayiste, spécialiste de l'islam en France et auteur de l'ouvrage Ils ont trahi Allah aux éditions de l'Observatoire. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Au moins 13% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon serait largement devant Marine Tondelier, Olivier Faure et Fabien Roussel au premier tour de la présidentielle selon le dernier sondage IFOP pour Sud Radio et Le Figaro. Alors parlons vrai. Est-ce que dans la prochaine présidentielle, la gauche aura que des candidatures de témoignages puisque tout le monde est loin du second tour? Et à cette question, Mélenchon largement en tête à gauche et sa nouvel échec de Faure, Tondelier et Roussel, vous dites oui à 93%, vous voulez réagir et ce sera jamais un échec. C'est au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est vraies voix autour de la table. Philippe Bilger est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir mes amis. Françoise Degois, éditorialiste. Bonsoir Françoise. Bienvenue. Vous n'avez pas de micro Françoise? Non, censure. C'est un attentat en fait. Oui, ça va bien. Absolument. Ça va bien. Sébastien Ménard est de retour après ses péripéties à l'étranger, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre. Bonsoir Sébastien. Je suis très heureux de vous retrouver. Eh ben nous aussi parce qu'on a tout fait pour vous reveniez jamais. Vous m'avez rapatrié. Mais finalement, dites la vérité, vous m'avez rapatrié. Finalement, on s'est dit bon, on va le garder quand même. C'est pas non plus. Tout va bien. Tout va pas trop mal. Eh ben, très bien et pas trop mal. Et Nathalie de l'Essonne est avec nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous revenez sur une étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui veut faire commencer les élèves à 9h du matin. Oui, c'est mon coup de gueule. On reprend des vieux poncifs qui ne marchent pas, sans aucune réflexion. Et vraiment, les enjeux de l'éducation nationale, ce n'est pas de les faire venir à 9h. Je ne pense pas que ça va bien changer grand-chose. Mais on préfère s'attaquer à ça plutôt que de rentrer dans le dur, comme d'habitude. C'est-à-dire le dur? Le dur, je pense qu'il y a des enjeux idéologiques, il y a des enjeux de niveau scolaire, il y a des enjeux d'autorité, il y a des enjeux de recrutement. Ah oui. Philippe Bilger. Ça me paraît très juste, mais enfin, j'avais cru comprendre que c'était une bonne chose de les faire commencer à 9h. Ouais. Après, c'est compliqué pour les parents. Quand on voit le rapport de la Cour des comptes qui dit que le niveau en primaire est désastreux, qu'on est les plus mauvais en maths en CM1 d'Europe et que c'est guère mieux en langue maternelle, c'est-à-dire en français, peut-être qu'il y a des choses plus urgentes que de commencer à 9h, quoi, non? Oui, moi je suis d'accord, moi je comprends pas. Vous savez, c'est comme les rythmes scolaires et puis on se met dedans. Moi je me souviens le délire à l'époque où c'était mes amis qui gouvernaient, Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale au début. Écoutez, on comprenait rien à ce qu'il voulait faire, on comprenait pas les rythmes scolaires. C'est complètement hors sol par rapport à la vie des gens et c'est complètement hors sol par rapport aux besoins réels de l'éducation nationale. Vraiment. Sébastien Ménard. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on fait ça pour
pour les enfants qui se couchent de plus en plus tard, qui sont de plus en plus déréglés et qui sont de plus en plus à la ramasse à 8h ou 8h30 le matin. Bah oui, il y a un Parce que moment donné, la question... Si se couche à 4h du matin, on va pas commencer les cours à midi. Monsieur Philippe David, vous êtes toujours excessif comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est peut-être ça aussi le sujet. C'est que moi, j'entends ce que dit Nathalie. Nathalie a complètement raison. C'est-à-dire que sur le fond, on élude évidemment l'essentiel, mais parfois, il faut effectivement aménager la forme au mieux pour essayer de travailler sur le fond. Écoutez, c'est comme France Travail qui me dit on commence les réunions à 10h parce qu'à 9h, personne ne vient. Enfin, à un moment donné, faut s'organiser quand même. C'est d'autant plus grave avec les enfants. Enfin, je veux dire, les enfants maternels, un enfant maternel qui n'est pas couché à 8h ou 8h30 du soir, bon, franchement, il est gauche. Donc, voilà. Je peux vous assurer que c'est pas facile tous les soirs. Mais je sais très bien. Je sais parfaitement, Bah, contrairement à ce que vous imaginez. Faut un je peu sais de très bien. discipline. Bah, c'est ça. Faut être un bon père de famille. Je dis ça. Merci, en regardant avec des gros yeux. Les vieux trucs, les bons pères de famille. Tout le monde me regarde sur le plateau. Les bonnes mères de La famille. méchanceté. Le choc d'autorité chez Sébastien Ménard, Ouais, c'est pour quand? C'est ça. Nathalie, en tout cas, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, les vraies voix continuent jusqu'à 19h avec Philippe Bilger dans le réquisitoire du On va procureur. parler de Xavier Bertrand et de Bruno Retailleau. La doublette, comme on l'appelle. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ces vraies voix, c'est avec Philippe David, bien entendu. Ça va, mon Philippe? Oh, ça va extrêmement bien. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Je vous félicite. 20 000 followers sur Bravo, Twitter. Twitter, oui. C'est peu par rapport à vous et Non, mais c'est Françoise bien. Levoix, mais je les ai eus aujourd'hui. C'est bien. En tout cas, on les embrasse, ces 20 000 followers. Bien entendu. Avec Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Levoix et Sébastien Ménard. Et c'est l'occasion aussi, puisque c'est la fête des mères. C'est dimanche. C'est quand c'est Oui, c'est dimanche. Oui. C'est dimanche. Et on va vous offrir un joli cadeau, puisque vous allez pouvoir remporter un bracelet de la collection Lettres initiales du prénom, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire votre prénom, celui de votre choix, livré dans un coffret cadeau, offert par Le Vent à la Française.com. Vous pouvez aller voir sur le site internet. C'est un très joli cadeau offert par Sud Radio et Le Vent à la Française.com. C'est facile pour remporter ce beau cadeau. 0826 300 300. Allez, le 10e appel au standard. C'est pour vous ces cadeaux et ça nous fait plaisir. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler d'Emmanuel Macron qui veut des mesures rapides contre l'entrisme des frères musulmans. Il l'annonce cet après-midi après le fameux rapport. On va parler aussi de Sarah Knafo. Elle n'exclut pas de travailler avec Bruno Retailleau. Elle l'a dit ce matin sur Sud Radio. De la déforestation aussi. Un mot sur la déforestation quand même. On a le bilan pour l'année dernière en termes de destruction de la forêt vierge. 18 terrains de foot par minute. Je dis bien par minute. En 3 mots, islamisme, alliance et forêt. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et votre réquisitoire concerne Xavier Bertrand. Vous pensez qu'il a raison de vouloir se maintenir comme candidat à la présidentielle en 2027? Oui, alors là, j'ai vraiment besoin de votre avis à tous parce que je m'interroge. Xavier Bertrand a indiqué en effet qu'il allait se maintenir, enfin qu'il allait demeurer candidat pour 2027 et je crois qu'il a raison parce qu'il faut que Bruno Retailleau, qui sera probablement candidat, ait un aiguillon. Et pourquoi est-ce que je pense à un aiguillon? C'est que je suis un peu énervé, même par Bruno Retailleau, lorsqu'après avoir eu un triomphe éclatant à la tête des LR pour en devenir le président, je sens que en réalité, il veut continuer sur le plan de la vie interne du parti, une sorte de bureaucratie, de consécration des vieilles réputations et que on aboutit, comme hier, je l'ai vu sur BFM, Bruno Retailleau adoubé par Nicolas Sarkozy. Quand j'ai entendu ça, adoubé par un ancien président avec un passé judiciaire, est-ce qu'un jour on ne sortira pas de cette politique qui, sur le plan interne, est faite de magouilles, de compromis et d'immoralité? Là, franchement, ça m'exaspère.
Françoise de Gaulle. Mais moi, je trouve que, à l'inverse de vous, Philippe, il montre en fait son savoir-faire, Bruno Retailleau, parce qu'il y a deux attitudes quand vous gagnez aussi triomphalement. Soit vous êtes un coupeur de tête et vous y allez direct et vous tracez votre route, etc. En disant la force va à la force et après tout mon mouvement entraînera le mouvement. C'est une façon. C'est Mélenchon pour le moment, c'est l'impasse. Contrairement à ce que dit le sondage, on en reviendra tout à l'heure. C'est à 18h40. Voilà. Mais ou alors vous faites vraiment de la politique. Et moi, je pense que Bruno Retailleau, dès lundi matin, a décidé de faire de la politique. Il ne pourra pas gagner tout seul. Il a besoin de rassembler autour de lui le plus largement possible. Oui, Nicolas Sarkozy est un repris de justice, mais il a encore un impact incroyable dans l'électorat de droite, évidemment. C'est le dernier à avoir gagné une présidentielle, hein, donc que vous le vouliez ou pas. Il en a fait perdre. Et avoir fait gagner son camp. C'est ce que je voulais dire, avoir fait gagner son camp. Donc, au contraire, moi, je pense que je comprends Bruno Retailleau dans le sens inverse de vous. Je pense qu'il fait de la politique. D'abord, premier tour, on rassemble sa famille, et au second tour, eh ben, on est là. Oui, mais... Pardon, Sébastien, une seconde. Ce qui me scandalise, c'est plutôt l'immoralité politique. C'est-à-dire le fait qu'on a l'impression, pour ces personnalités, la morale ne compte rigoureusement pas. Ils s'en fichent, j'allais dire autre chose. Moi, je vous trouve un petit peu sévère. Je trouve qu'en fait, il est dans un exercice, et ça m'ennuie de dire ça, quasi parfait. C'est-à-dire que, à la fois, qui connaissait Bruno Retailleau avant son entrée au gouvernement, à part celles et ceux qui, non, peut-être vous, qui commentaient l'actualité politique, qui suivaient l'actualité politique. Mais 9 Français sur 10 ne savaient pas qui était ce sénateur de Vendée. Non, mais sérieusement, petit peu. Non, franchement pas. Aujourd'hui, il a réussi à faire sa place dans le paysage politique. Il a réussi à prendre, je dirais, une place de choix au sein d'un ministère régalien et de faire le job, très clairement. Alors après, on verra s'il le fait sur la forme ou s'il le fait sur le fond. Il gagne très haut la main cette élection interne qui n'est d'un petit parti aujourd'hui, hein, quand même, les Républicains. Faut quand même, quand on regarde les sondages de ces dernières heures, même un Retailleau est quand même très loin derrière Édouard Philippe. Mais néanmoins, l'exercice est parfait. Il ne peut pas négliger, il ne peut pas mépriser Nicolas Sarkozy, comme il ne peut pas négliger ni mépriser François Fillon. J'ai vu un certain nombre de publications où, quand on lui disait quel serait le programme des Républicains, il sortait le livre Faire. Voilà, le livre Faire de François Fillon, qui était le projet de campagne 2016. Voilà, c'était ça le sujet. Mais ça il l'a jamais abandonné. Vous verrez avec Laurent Wauquiez, ce sera pareil. Et il faut rassembler, il faut recoudre. Ça, je ne le nie pas. Non, mais c'est parce que c'est votre détestation de Sarkozy. Vous aveugle. Je suis d'accord avec Françoise. Non, mais je trouve tout de même que s'inscrire de manière ostentatoire sous le registre d'un homme qui a trahi à un certain moment, rappelez-vous l'attitude avec Pécresse, tout de même... Vous n'aimez pas Pécresse, vous non plus, vous pouvez non, pas... mais tout de même... sérieusement, vous n'allez pas me dire que Pécresse a été votre tâche. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Vous l'avez pas défendu beaucoup. C'est comme si chacun son tour. Mais comme si je disais, il a trahi Mélenchon. Elle a été très mauvaise, je ne le discute pas, mais de la part de quelqu'un qui avait créé la droite, venir la trahir de manière ostentatoire, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Moi, je trouve que vous avez vraiment de l'argument. Vous connaissez quelqu'un qui magouille pas en politique, Philippe? Soyez sincère. Surtout Xavier Bertrand, qui a quitté LR, qui était trop à droite et qui est revenu après pour être candidat à la primaire. En termes de fidélité, il y a mieux. C'est un accord entre Bertrand et Retailleau, parce que de toute façon, Xavier Bertrand a soutenu Bruno Retailleau, donc tout ça... Non, mais je ne dis pas qu'il y a des purs. Non, mais c'est le problème. Non, mais vous n'aimez pas Sarkozy, vous n'aimez pas Sarkozy. Mais non, mais Sarkozy, lorsqu'on me dit je ne l'aime pas, c'est étrange. On devrait plutôt se demander comment cet homme qui a été un président avec une campagne éblouissante en 2007 a pu dégrader sur le plan moral à ce point la République. Non, mais ça, c'est drôle qu'on m'interpelle. Non, mais là, moi, je suis d'accord avec vous sur la moralité de Nicolas Sarkozy. Moi, vous voyez, vous savez, on a fait un mauvais procès je me souviens à Doménach. On a fait un mauvais procès sur le voyou de la République, mais c'est vraiment ça. On ne peut aimer que Nicolas Sarkozy parce qu'il a une femme formidable dont on est tous amoureux, même Jean-Luc Mélenchon. N'importe quoi. C'est la vérité. Allez. Moi, j'aimais beaucoup sa première femme. On voit très peu. Voilà. Et allez, les 3 mots dans le cul. Allez, c'est bon, les amis. Elle lui avait donné de
l'éducation. Un peu de respect pour Félix Mathieu. Allez, merci. Pardon, Merci Félix. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont islamisme, alliance et forêt. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures d'ici début juin face à la gravité des faits présentés dans le rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Je pourrais travailler avec Bruno Retailleau, la zémouriste Sarah Knafo l'affirme sur Sud Radio. Elle ouvre la porte à une alliance des droites. Et puis la destruction de forêts vierges tropicales atteint un niveau record l'an dernier, l'équivalent de 18 terrains de foot détruits chaque minute, notamment dans les incendies liés au réchauffement climatique. Les vraies voix Sud Radio. Un islamisme par le bas, une stratégie d'infiltration policée pour imposer, par exemple, la non-mixité, la mise à l'écart des femmes dans l'espace public. Le rapport de 2 fonctionnaires sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans était donc présenté en milieu de journée en Conseil de défense. Compte tenu de l'importance du sujet et de la gravité des faits établis, écrit le communiqué de l'Élysée, le président Macron demande au gouvernement de nouvelles propositions qui vont être examinées lors d'un prochain Conseil de défense début juin, soit dans environ 2 semaines. Le chef de l'État entend aussi rendre ce rapport public d'ici la fin de la semaine, dans les jours qui viennent. Créés en Égypte en 1928, les frères musulmans sont implantés en Espagne depuis les années 60, puis en France depuis les années 80, nous explique le grand reporter Emmanuel Razavi, qui a consacré plusieurs livres enquête à cette confrérie. Un objectif qui était d'infiltrer le milieu associatif, les partis politiques, l'éducation nationale, les universités, et notamment au sein des universités, les associations universitaires d'extrême gauche ou les universitaires d'extrême gauche. Le principe même en Europe des frères musulmans est de dire il faut qu'on prenne le pouvoir en faisant de l'infiltration, donc en faisant de l'influence, et donc par les urnes, parce qu'à un moment donné, on va se présenter à des élections. Ça fait 40 ans que ça dure. Les frères musulmans, dès lors qu'on dénonçait cette stratégie, ont eu pour habitude de jouer en fait ce qu'on appelle la carte de la victimisation. Ils ont un protocole qui est toujours en fait de mener l'inversion accusatoire, de se victimiser et de médiatiser en fait le fait qu'ils sont des victimes. Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste de la stratégie des frères musulmans. Il était ce midi au micro d'André Berkoff sur Sud Radio. Philippe Bilger, peut-être un mot. Ça me paraît absolument logique que l'entrisme, on en parlera, je crois, tout à l'heure. Je vais réserver mes explications. Je peux juste te dire, je risquerais des je trouve quand même que, tout le monde a l'impression de découvrir la Lune. Alors la mise en scène d'Emmanuel Macron, franchement, à l'Élysée, avec un conseil de défense incessamment sous peu, subito presto, je veux des mesures. Franchement, écoutez, on pourrait se passer de ça. Macron est en train vraiment de retomber dans ses pires travers. On sentait qu'il s'en était un peu éloigné, mais alors là, depuis comment dirais-je, vraiment depuis l'émission de TF1, franchement, c'est la fête au village. Non, mais là, ça vient tomber et on nous dit que Emmanuel Macron est très en colère contre les membres du gouvernement en disant qu'il faut des propositions qui soient à la hauteur à la mesure de la gravité. Voilà. Ça fait 8 ans qu'il préside ce pays. Donc il peut rattraper, oui, tu parles Charles. Sébastien, à la recherche du temps perdu. Vaut mieux tard que jamais. Vous lui en voudriez s'il ne faisait rien. Allez, on y va. On est très en retard, les amis. Allez, deuxième mot, alliance. Sarah Knafo se dit prête à travailler avec Bruno Retailleau. La députée européenne Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, était ce matin l'invité politique du Grand Matin Sud Radio. Et Sarah Knafo n'exclut pas effectivement de travailler avec le nouveau président du parti, Les Républicains. Tout à fait. Je pourrais tout à fait travailler avec certains individus des Républicains quand ce parti est livré à lui-même. C'est-à-dire si ce parti-là avait le leadership sur la droite, malheureusement, je crois qu'il retomberait dans ses travers. Et ses travers, c'est de toujours vouloir plaire au centre et à la fin plaire à la gauche. Quand vous avez vu le discours de victoire de Bruno Retailleau, à ses côtés, on voyait Gérard Larcher, on voyait Michel Barnier, on se disait c'est pas possible. Alors en fait, c'est le retour des gens qui ont toujours été là. Moi, quand je vois ça, je me dis certains individus, je pourrais tout à fait travailler avec eux. Je pense qu'on partage énormément de convictions. Mais je crois qu'il faudrait que ce soit notre droite, la droite de Reconquête, qui ait le leadership pour pouvoir garantir que cette fois, on ne travaille à 7, s'il vous plaît. Voilà, travailler avec lui, mais à condition d'avoir le leadership. Sarah Knafo au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Certains individus. C'est étonnant comme formule. Oui, je trouve que c'est très habile tout de même, parce que d'abord, l'union des droites entre une Sarah Knafo et un Bruno Retailleau est évidente, et d'autre part, ça jette une pierre du côté du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen n'en veut pas. Alors que Jordan Bardella la souhaite. Vous savez quand même qu'à un moment donné, il va bien falloir se souvenir de la maxime de Jean-Marie Le Pen. On préférera toujours l'original à la copie.
copie sérieusement tout ce qui est en train de se faire, toutes les simagrées de Sarah Gnafo, qui est le nouveau produit lancé comme une boîte de lessive. Elle est très bonne. Oui, mais bien sûr, mais comme Marion Maréchal, les mêmes mots. Mais elles sont bonnes. Mais non, mais oui, regardez comment ça termine. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il est très bon, elle est très bonne. La réalité, si vous voulez, très court, pardon, Sébastien. Moi, je pense que c'est dérisoire. Je suis pas d'accord avec vous, François. Je pense que c'est pas encore parfaitement bien marketé, mais qu'effectivement, comme le dit Philippe Bilger, elles ont du talent et en tout cas, elles ont aussi une audience croissante. Troisième mot, forêt. La destruction de forêts primaires atteint son niveau record l'an dernier. L'équivalent de 18 terrains de foot de forêts vierges tropicales ont disparu chaque minute l'année dernière. 18 terrains de foot par minute, soit au total l'équivalent de la superficie du Panama en destruction de forêts primaires. 6 700 000 hectares de forêts vierges tropicales disparus en 2024, notamment au Brésil, pour moitié dans les incendies liés au réchauffement climatique notamment, et puis pour l'autre moitié, c'est tout simplement la déforestation, j'allais dire habituelle, délibérée pour les activités humaines. Ces destructions de forêts vierges tropicales sont en hausse de 80% par rapport à 2023. L'an dernier, ça représente plus de 3 milliards de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. C'est par exemple davantage que les émissions de toute l'Inde. L'Observatoire Global Forest Watch parle d'une alerte rouge mondiale puisque ce record de 2024 de déforestation correspond aussi tout simplement à l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Eh ben, ça fait bien peur. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous, on est un petit peu en retard. Gabriel Attal qui veut interdire le voile pour les mineurs de moins de 15 ans et appelle à une nouvelle loi contre le séparatisme. Alors, parlons vrai. Est-ce que cette mesure vous paraît applicable? À la question interdiction du voile pour les filles de moins de 15 ans, la proposition de Gabriel Attal est, vous dites, à 48% démagogique, à 45% nécessaire et à 7% scandaleuse. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Malik Bezou est avec nous, essayiste et spécialiste de l'islam en France, auteur de l'ouvrage Ils ont trahi Allah aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question très rapide puisqu'on part en pub. Est-ce que parler d'entrisme, est-ce que c'est islamophobe? Non. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h avec autour de cette table Philippe David, bien entendu. Philippe Bilger qui a remonté comme une pendule avec Françoise Debois aujourd'hui autour de cette table. Et Sébastien Ménard, pas mal non plus. Donc je dois dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bref, ils sont très en forme. On vous souhaite la bienvenue. Si vous voulez participer à ce débat, vous êtes bien entendu attendu au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le parti Renaissance, dirigé par Gabriel Attal, propose d'interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Ça, c'est du plan de bataille. Hein, avec ça, on peut pas perdre. Ça me parle, j'ai déjà entendu cette idée quelque part. Ah bon? Ah bah oui, à droite, Éric Ciotti, Gabriel Attal propose ce que mettait en avant Éric Ciotti en 2021. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Mais ça me rappelle aussi d'autres personnes. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, ça dirait de grandir. Hein. Et Gabriel Attal qui propose d'interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Le secrétaire général de Renaissance en appelle à une nouvelle loi contre le séparatisme. Alors parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal est dans le réel ou dans la com? Et à cette question, interdiction du voile pour les filles de moins de 15 ans, la proposition de Gabriel Attal est, vous dites, à 49% démagogique, à 45% nécessaire et à 6% scandaleuse. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Malik Bezou est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes essayiste, spécialiste de l'islam en France et auteur de cet ouvrage Ils ont trahi Allah aux éditions de l'Observatoire. Philippe Bilger. Je n'ai jamais entendu une bonne mesure en France proposée qui n'ait pas été initialement qualifiée de com. C'est une manie, ça. À chaque fois que quelque chose de bien est proposé, on dit c'est de la com. Alors plus rapidement, contrairement à ce qu'on prétend, cette mesure de Gabriel Attal n'est pas proposée dans l'improvisation à la suite de Wauquiez et de Bruno Retailleau. Ça couvre depuis longtemps. Deuxième élément, je ne méconnais pas les difficultés si c'était mis en œuvre pour contrôler l'application de ce qu'il souhaite. Mais sur le fond, je pense que ça pourrait être une très bonne idée dans la mesure où avant qu'un
15 ans. On peut considérer d'ailleurs, 15 ans c'est la fracture sur le plan pénal, on peut considérer qu'on n'a pas son libre arbitre. Alors bien sûr que c'est de la com, absolument. Gabriel Attal ne gouverne qu'avec les sondages, donc il est obligé d'aller encore plus à droite puisque Édouard Philippe va de plus en plus au centre. Donc vous savez, c'est un mouvement de pendule, hein, vous allez voir le même. Donc il a besoin de sujets comme ça qui frappent l'opinion. L'abaya, ça concernait 100 personnes, ça a frappé l'opinion, ça a fait tout son miel à l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'il a changé à la vie des élèves véritablement à l'éducation nationale, Gabriel Attal? Rien du tout, à part l'abaya. 15 ans, excusez-moi, hein, vous allez vous heurter au principe même de la laïcité en France. Hein. Le principe même, c'est que chaque personne a le droit de manifester sa religion dans la mesure où ça ne touche pas à l'ordre public. Et deuxième point, la loi de 2004, moi je la trouve parfaite, hein, interdiction bien sûr à l'école, dans les lieux publics, etc. Donc pour moi, la loi suffit, tout le reste c'est de la littérature, et tout le reste ne permet que de faire du miel, mais la réalité, si vous voulez, c'est que les Français sont dupes de rien. Et Attal, il a besoin de reprendre 4 ou 5 points sur Édouard Philippe, donc voilà. Allez, moi, je suis pas dans la politique sondagière Françoise de Gois. Non, mais toi, non. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est surtout que les personnalités politiques, hein, quels qu'ils soient, du centre, et j'aimerais bien qu'à gauche aussi, on puisse se saisir de ce genre courageusement, de ce genre de sujet. Mais là, il faut du courage. Non, mais il faut du courage parce que pour faire quoi il faut du courage pour s'attaquer à ça. Je suis pas certain, moi. Moi, je pense que effectivement, il a, en tout cas, il y a une partie de la Macronie, et j'en suis, qui a nécessairement un travail de contorsion à faire pour accepter la France telle qu'elle est et les problèmes et les grands défis tels qu'ils sont. Alors effectivement, s'il y a une poussée à droite qui fait comprendre à mes anciens comparses qu'il faut se bouger un peu sur ces sujets, je trouve qu'on devrait, comme le fait Philippe Bilger, reconnaître le courage, la bonne idée. Après que ça soit de la com ou pas de la com, en tout cas ça pousse. Mais il faut du courage pour parler de ces sujets-là. Il faut du courage. On ne parle que de ces sujets-là. Il faut du courage pour être contre, en vérité. Parce que le politiquement correct maintenant, c'est exactement ce que vous êtes en train de développer. Absolument pas. Le politiquement correct, c'est de ne rien dire. François, c'est Gabriel Attal qui avait commandé ce rapport en 2024 quand il était Premier ministre. Il est déjà sur ce sujet en 2024. Mais écoutez, je veux bien, ce sont les sujets qui font flipper tout le monde. Et évidemment, il veut aller encore plus à droite. Donc forcément, Allez, notre invité est avec nous. Malik Bessou, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, spécialiste de l'islam de France et auteur de cet ouvrage « Ils ont trahi Allah » aux éditions de l'Observatoire. Cette proposition de Gabriel Attal, est-ce que ça tombe sous le sens ? Mais écoutez, moi je considère, et je l'ai écrit déjà, notamment dans ce livre que vous avez nommé, que l'islam sunnite aujourd'hui, c'est vrai pour l'islam chiite, est malade. J'avais écrit aussi pour Fondapol, crise de la conscience arabo-musulmane. L'islam est en grande, je parle de la théologie musulmane, elle est en grande difficulté, elle n'a pas su s'adapter à la modernité. Se réformer comme les catholiques par exemple. Tout à fait, lors de Vatican II, l'islam n'a pas connu ça. Et donc l'islam traîne un conservatisme qui est complètement inadapté, avec des théologiens ultra rigoristes qui ont professé ce qu'on appelle le wahhabisme durant des décennies, et les résultats aujourd'hui sont catastrophiques. Le port du voile n'est pas du tout une prescription religieuse à la base. C'est vraiment une interprétation du Coran. Il y a 6236 versets dans le Coran. Un seul parle du voile, et il est absolument équivoque. Il dit qu'il faut rabattre le voile des femmes sur leur poitrine, donc il laisse suggérer que la poitrine doit être dissimulée, mais il parle absolument pas du voile sur la tête. C'est une invention des théologiens, et aujourd'hui, effectivement, il y a un endoctrinement. Que ce soit par les courants wahhabo-salafistes qui sont très 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 influents sur les réseaux sociaux, par l'islamisme, et du coup effectivement on a des gamines qui vont porter le voile mais sans comprendre, parce qu'il y a du conditionnement. Alors maintenant la difficulté c'est que si moi je suis absolument contre le voile si vous voulez, hein. Moi je suis contre le voile, je considère que c'est qui n'a rien de religieux. On peut très bien aimer Dieu sans porter ce voile. Mais est-ce qu'on peut parler d'effet de mode, d'aller jusque-là en fait? Bien sûr. Oui, alors il y a le port du voile. Et est-ce qu'une loi comme ça créerait un double effet de mode? Bien sûr, si vous avez raison tous les deux. C'est compliqué parce que alors il y a des questions identitaires. Il y a des questions, il y a aussi des questions religieuses, parce que beaucoup de femmes que je côtoie, avec qui je parle, me disent moi je porte le voile parce que c'est une prescription, c'est une obligation, et elles ont été influencées par les réseaux sociaux, par les influenceurs, les théologiens intégristes, etc., notamment wahhabites. Mais c'est vrai que l'application de cette loi sur le terrain
Elle va être délicate parce que ça va gêner, ça va donner déjà pour la composante nationale musulmane l'impression d'être stigmatisée. Donc on imagine des femmes qui ont 17, 18 ans, contrôle d'identité, ça peut créer des tensions, puis ça peut surtout donner l'impression qu'on stigmatise. Moi j'insiste sur le fait que je combats le voile. Et aujourd'hui le combat, il n'est pas sur le plan législatif, il est sur le plan théologique. C'est une guerre idéologique et théologique qu'il faut mener au courant ultra-rigoriste, wahhabite et islamiste. Philippe Bilger, dans le micro. Une fois sur un autre plateau, j'ai entendu quelqu'un qui avait écrit un livre et qui avait indiqué qu'en réalité, on avait tort d'invoquer la laïcité pour combattre, par exemple, le voile, qu'il fallait au contraire parler du concept d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça m'était apparu très pertinent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, et ça rejoint tout à fait ce que je disais. Aujourd'hui, le combat, il est théologique, idéologique, la dimension législative, pénale, etc., peut être arrangée ou aggravée, parce que concrètement, appliquer cette loi sur le terrain, je ne sais pas ce que ça peut... moi, personnellement, sur le plan... je ne suis pas favorable au port du voile. Pour l'ensemble des femmes musulmanes, je considère que c'est une prescription qui n'a rien de divin. Bon, maintenant... Clairement, le combat, il est théologique. C'est aux musulmans de mener une révolution et de se libérer. Mais ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Vous savez, il y a des courants réformistes. Il y a des, ils sont là. On les entend pas. On les entend pas. Sur les réseaux sociaux, on voit surtout les intégristes, les prêcheurs. Oui, mais pourquoi les réformistes ne s'organisent pas, n'investissent pas là sur les réseaux sociaux ? La réponse est toute simple. C'est les milliards et milliards et milliards de pétrodollars qui ont été diffusés par l'Arabie Saoudite, d'antan, pas d'aujourd'hui. Mohamed Ben Salman n'est pas dans cette logique d'ultra-wahhabisation. Mais l'Arabie Saoudite, il y a 10 ans, 15 ans, etc., depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, des milliards de pétrodollars ont été diffusés pour propager cette théologie-là dans tout le monde musulman. Regardez l'Afghanistan du début du XXe siècle. Il n'y avait pas de voile. Regardez le monde arabo-musulman. L'Irak, la Syrie, l'Algérie. La Turquie, c'est pas un monde arabo-musulman, mais la Turquie, Atatürk. Regardez les propos de Nasser dans les années 50 sur le voile, 50 ou 60. Mais c'est inimaginable aujourd'hui. On le traiterait d'apostat et de mécréant. Et il y aurait certainement un commandement pour l'abattre, pour des propos anti-islamiques, hérétiques, apostats, etc. Entre-temps, le wahhabisme qui a été diffusé, il faut le dire aussi avec le soutien des Américains, parce que leur objectif c'était de contrer l'influence du soviétisme dans le monde arabe, qui était pour partie, comme Nasser, laïque, socialiste, mais en tout cas pas du tout religieux. Il se moquait des frères musulmans de façon... Non, excusez-moi, il n'y a pas que Nasser qui se moquait des frères musulmans, il y a également tout le courant des Palestiniens, tous les Palestiniens et l'OLP. Yasser Arafat, c'était les vieux fédéines, alors ils se fichaient du courant, comme de leur première, du courant d'ailleurs, comme de leur première chemise. Donc ça, je suis d'accord. Mais objectivement, je rebondis sur ce qu'a posé comme question Philippe. On est dans un état de droit. Je sais que ça vous fait bondir. Vous ne devriez pas en tant qu'ancien procureur. La réalité, c'est que oui, il y a une loi. Ça s'appelle la laïcité. Au-delà des difficultés que vous mettez, que vous invoquez, etc., ça ne peut pas passer devant le Conseil constitutionnel, une loi comme ça. Vous faites une rupture d'égalité entre les citoyens. Tout citoyen a le droit d'exprimer. Là où il est malin, je trouve, Gabriel Attal, c'est sur le délit de communautarisme. Moi, je trouve ça assez intéressant d'aller chercher là. Mais sur le voile, est-ce que d'abord c'est à vous et à moi de dire aux gens comment ils doivent s'habiller ? Sérieux, si je pousse jusqu'au bout le raisonnement... Non, mais si on estime que le voile est un vêtement religieux, est-ce qu'il porte atteinte à l'ordre public ou pas ? Nous sommes dans un état de droit, nous ne faisons pas des procès d'intention dans ce pays, sinon on est-il libéraux ? Sébastien Ménard, Malik Bezou, et on part au 0826 300 300. Oui. Françoise de Goua ne raconte pas que des sottises. C'est vrai qu'on est dans un état de droit et que j'ai le droit de distribuer les bons points, les mauvais points. Non, mais pas toi. Allez, gagnons du temps. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que effectivement, moi aussi, je suis contre le voile dans l'espace public. Je me suis souvent heurté, notamment quand j'ai donné des cours à l'université, à cette problématique-là. Et d'ailleurs, je suis pas resté bien longtemps. Ah oui, parce que tu donnes des cours. Et je suis pas resté bien longtemps. Et j'étais à Paris 8. Alors Paris 8, c'est pas le 8e arrondissement, c'est Saint-Denis. Voilà, c'est Saint-Denis. Voilà, donc c'était évidemment pas facile. Mais aujourd'hui, la question que je vous pose, monsieur, c'est pourquoi il n'y a pas une figure tutélaire suffisamment médiatique qui prend la parole. Je veux dire, il y a quand même une audience
pour entendre vos propos, pour quelque part plus soyez et partout. Enfin, je veux dire. Allez, on laisse répondre parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a des gens comme Imam Chalgoumi. Oui, mais lui, il est moqué. Alors, le problème de l'imam Chalgoumi, c'est qu'il n'a aucune crédibilité au sein de la composante musulmane de France. C'est pas lui que je pense. Oui, très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un combat théologique, idéologique qu'il faut mener, et il faut quand même une certaine densité intellectuelle, historique. Enfin, quand je dis histoire, c'est-à-dire connaître l'histoire de France, c'est fondamental. Et il faut connaître l'histoire des civilisations, un minimum, pour pouvoir quand même avoir un impact sur les cerveaux, etc. Et des arguments, surtout. Et des arguments. Donc, il appartient effectivement à ces courants-là, réformistes qui existent, mais à qui on ne donne pas assez le micro, de mener ce combat. Parce que, vous savez, le voile, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il y a encore beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus grave. Vous savez que, par exemple, les courants intégristes en France pratiquent le séparatisme en disant, en expliquant à leurs ouailles que la musique est interdite. Oui, c'est arabe. On l'a vu avec Renoir. Avec la mort de Renoir, ça commence. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais c'est tellement alors que Renoir était justement quelqu'un qui pratiquait de façon assez paisible sa religion. Allez, il faut qu'on aille au standard. 0826 300 300, Nathalie, qui voulait réagir. Rebonsoir, Nathalie. Rebonsoir. Je suis un peu effrayée parce que je suis pas du tout d'accord avec la définition de laïcité de Françoise Debois. J'ai vraiment les cheveux qui se dressent sur la tête. On ne vient pas à l'école comme on est. Quand on venait à l'école, la laïcité, c'était on cachait tout signe religieux. Non, mais c'est pour ça on les cachait à l'école et on les cachait en dehors. Non, c'est pour ça que c'est la loi de 2004 dont je parle. Oui, non, mais elle est parfaite pour ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on aime la France. Donc elle est parfaite. Et notamment en tant que femme. Maintenant, Attal, peut-être qu'il veut gagner des points dans les sondages, sans doute, parce que c'est assez démago. En revanche, son point positif, c'est de mettre le sujet sur la table. Il faut rentrer dans le dur, parce qu'en fait, le dur, c'est ça. C'est pas que le vêtement, c'est-à-dire c'est prendre des jeunes filles en otage dans un vampirisme dingue. Alors vous avez les oies blanches, je suis bien placée pour le voir en tant qu'enseignante, qui cherchent une identité, une spiritualité, mais en réalité derrière il y a des filles dont le discours est bien rodé, prosélyte, et qui managent bien l'idéologie, les dogmes qui vont avec, qui sont ultra dangereux intellectuellement. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'une spiritualité religieuse, c'est aussi derrière une façon de vivre, un rejet de l'Occident, un rejet de l'éducation nationale, un rejet de l'autorité, telle qu'on nous la présente. Donc c'est très grave. Quant à l'abaya, tout le monde a soufflé quand il l'a fait, Attal. Alors évidemment, les profs de gauche avaient du mal à le dire qu'ils étaient contents. Il a fallu du temps, ils l'ont dit quand même. Mais il va falloir renlever la tête de ce côté-là. Allez, restez avec nous, Nathalie. Combat debout, ça. Malik Bézou, est-ce que quand on tient le discours que vous tenez, est-ce que ça a un impact sur votre vie? Parce que des gens comme vous, qui parlent comme vous, qui en tout cas, on a l'impression comme Boualem Sansal, finalement, que ces gens-là ont un point rouge entre les deux yeux. Pardon d'être cash, mais... comment dirais-je, c'est vrai que c'est des sujets sensibles, c'est délicats. Moi, je prêche, je vais dire, dans mon univers, mes proches, mes amis, et je leur explique, argument à l'appui, que ces lectures du Coran, de la religion islamique sont totalement, inconsistants, sans faux, et donc on a beaucoup de débats. Je reçois parfois, des noms d'oiseaux, des insultes, etc. Mais je débat et j'arrive quand même à faire douter, à faire convaincre. Mais vous êtes un pratiquant. Je suis croyant pratiquant. Je suis croyant, je suis musulman, j'ai une pratique plutôt soufie. C'est-à-dire spirituelle. Bien sûr, les grandes écoles soufis du Sénégal ou du Maroc, oui, bien sûr. Je connais très bien le soufisme. Vous n'êtes pas menacé. Des gens m'ont insulté, m'ont menacé. Vous êtes soufi, bien sûr. Là, je viens de recevoir un texto de quelqu'un qui me dit que mes propos sont immondes. Mais les gens de gauche, de droite aussi, se font insulter par des opposants exaltés de droite. Mais comment on peut faire en fait pour que cette vérité que vous portez puisse être partagée au plus largement, plus large? Par l'éducation, par des conférences, par oui, mais si les profs se censurent, ça pose question aussi. Alors, par peur, on a une enseignante avec nous, là. Oui. Non, mais c'est pour ça que je dis que ça doit se passer
au sein des mosquées. Les imams ont un rôle très important de ce point de vue-là, d'amener un esprit, de pousser à la réforme, d'expliquer que le port du voile, c'est pas une obligation religieuse, c'est une prescription induite par les hommes. Petite dernière question, parce que moi je suis en boucle sur ce sujet, pardon. Pourquoi la France entière s'émeut face au voile qu'on enlève en Iran, quand les femmes enlèvent leur voile, et pourquoi ça ne se percute pas en France? Comment vous expliquez ça en fait? Quand les femmes iraniennes enlèvent leur voile, refusent de porter le voile, toute la France s'émeut de se dire mais quel courage, c'est formidable, et ici on trouve que c'est normal. Alors là, c'est toute l'histoire de la France avec son passé, avec c'est vrai que c'est plus facile parce qu'avec le peuple perse, j'allais dire, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas d'histoire commune, alors qu'avec l'islam de France, essentiellement un islam nord-africain, et là il y a quand même une histoire plus compliquée, plus avec peut-être des sentiments de culpabilité derrière, et qui fait que on a plus de difficultés à dire des choses parce qu'on apporte des traités d'islamophobes, etc. Mais il n'empêche qu'effectivement il y a des discours qui sont caricaturaux, il y a des discours qui sont simplistes, il y a une complexité qu'il faut prendre en main, et puis surtout, comme je le dis tout le temps, descendre dans l'arène théologique et puis débattre avec ces individus, et c'est de montrer, comment dirais-je, la composante nationale musulmane de France, que cette lecture wahhabite, salafo-wahhabite de l'islam, c'est une voie de garage. Elle pousse au séparatisme. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le voile, c'est que l'arbre qui cache la forêt. Ah oui, vous savez, par exemple, que le fait de souhaiter un bon anniversaire, on me l'a reproché. Moi, je voulais souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un de ma famille. Et je lui ai demandé c'est quand sa date d'anniversaire. Et puis, la personne m'a répondu en me disant non, je ne vais pas te la donner parce que c'est haram, c'est péché de souhaiter bon anniversaire. On en est là. Ah oui. Et alors, si ça, c'est pas du séparatisme, parce que le fait de souhaiter bon Noël, bonne fête de Noël, c'est considéré comme un péché. Rappelez-vous le footballeur égyptien Mohamed Salah qui a fait une photo habillé en Père Noël avec sa femme et leurs enfants. Ils ont eu des menaces de mort, ils ont été traités de tous les noms sur les réseaux sociaux. Alors là, merci. C'est passionnant, il faut que vous parliez beaucoup plus. Merci beaucoup Malik Bézou, merci en tout cas votre courage, essayiste, spécialiste de l'islam de France et auteur de l'ouvrage Ils ont trahi Allah aux éditions de l'Observatoire. On va vous garder pour le qui c'est qui l'a dit. Vous allez voir, c'est très sympathique. Il est très bon. Franchement. Oui, Philippe, qu'est-ce que vous dites? Acceptez, Philippe, d'avoir des vrais adversaires. Moi, je veux gagner, quoi. J'en ai marre. D'autant plus que je perds beaucoup. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et Malik Bézou qu'on a gagné. Non, pas du tout, qu'on a gardé. On aimerait bien le gagner. Et Nathalie qui est avec nous. Nathalie, vous nous lancez le jingle, s'il vous plaît? Ladies and gentlemen, Surf Radio Quiz. Le quiz de congratulations. Allez les amis, on y va parce qu'on a perdu du temps. Qui c'est qui l'a dit? Je me sens à équidistance du RN et de Bruno Retailleau. Le RN est... Bonne réponse de Nathalie. Bravo. Aussi. Qui c'est qui Sarah Knafo ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit, Nathalie? Pour Jean-Luc Mélenchon, tout le monde est fasciste alors qu'il en est la démonstration. C'est un maire. Un maire. Lisnard, David. Non. Christian Estrosi. Non. Pensez à un fromage. Non, un fromage. Un fromage. Il n'y a pas de mondeur. Copé, elle l'a dit. Ah oui, tout juste. Qui c'est qui l'a dit sur la présidentialité de Retailleau? Il est tout à fait légitime, d'autres comme moi. Nathalie. Wauquiez. Non, Nathalie. Édouard Philippe? Non. Xavier Bertrand. Bonne réponse, Françoise Degois, Xavier Bertrand. Qui c'est qui l'a dit sur le rapport sur les frères musulmans? Il n'y a pas d'ennemis de l'intérieur. Il peut y avoir des gens mal intentionnés. Nathalie. Ça ne s'invente pas. Non. Mathilde Panot. Non. C'est pas Rousseau. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Sandrine Rousseau. Sur la proposition toujours de Gabriel Attal, l'opportunisme de Gabriel Attal fait le jeu des islamistes. Nathalie. Oh là là. Bompard. Non. Non. Mathilde Panot. Je vous aide. Picardie.
Picardie, pas encore Bertrand, Ruffin. Bonne réponse, Noël, il a été plus rapide. Et voilà. Et il a proposé des choses intéressantes d'ailleurs à gauche. Qui c'est qui l'a dit vas-y, continue. sur les élections en Roumanie, Nathalie? On a le sentiment qu'il y a des ingérences qui, au motif qu'elles iraient dans le sens soutien à l'Union européenne, seraient tolérées. Nathalie. Bardella ? Bonne réponse de Françoise Degois. Elle va gagner. Allez, la dernière, sur les propos de Sophie Primas, sur la fin du macronisme. On attend un peu de respect. Nathalie. Oui, il y a quelqu'un qui... Pourtant, c'est bien ce qu'elle a dit. Sylvain Maillard ? Non. Et ça vient c'est d'une Prisca autre femme. Thévenot. Bonne réponse de Sébastien. Mais quand même, c'est Françoise Degois qui reste en tête avec 9 points. Merci beaucoup, chers amis. Et combien, moi 6. 3 points. 3 points. Pourquoi Bah, c'est pas 6 mal. Lui, il négocie le prix. Mais c'était trop court aujourd'hui. Et parce que les points de Philippe comptent Mais en fait, double. vous Parce que n'avez tous les pas gens du du tout. Pour qui gagne, faudrait qu'il compte quintuple alors. Y compris Sébastien Ménard qui n'a pas eu le temps de tricher, il était à l'étranger. C'est ça le problème. Les mails ne sont pas arrivés, n'est-ce pas ? Remercie les amis, bien fort. Nathalie. Malik Bezou qui était avec nous, essayiste, spécialiste de l'islam de France et auteur de l'ouvrage Ils ont trahi Allah aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Nathalie, on vous embrasse, vous étiez une très bonne candidate. Thank you very much indeed. C'est vrai. C'est vrai que c'est une prof d'anglais. Dans un instant le journal, juste après la météo de Rémi André avec un retour du beau temps sur une partie de la France et le coup de gueule de Philippe David. Je pense que pour certains, l'éducation, je sais pas, c'est comme le permis de conduire. On l'a ou on l'a pas. Et il me regarde en disant Non, ça. J'ai été gentil pourtant. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et juste avant de continuer cette émission, vous ne sortirez pas d'ici sans avoir remporté, j'espère, un joli cadeau, puisque c'est le moment de jouer sur Sud Radio pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés. Pas mal de cadeaux à vous offrir aujourd'hui. Je vous dis pas quoi, mais on dira à la personne qui va remporter, bien entendu, au 0826 300 300. Aude vous attend. C'est à partir de maintenant le 10e appel. Bonne chance à tous. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui s'appelle Strasbourg, préfecture du Bas-Rhin. Pourquoi Strasbourg ? Parce que c'est là que se trouve le Parlement européen et que le comportement de certains eurodéputés me semble pour le moins surprenant. En fait, c'est des boîtes aux lettres, il y a le nom de tous les députés. Il y a certainement des noms que vous reconnaîtrez. On a nos boîtes aux lettres qui ferment à clé. Mais là, c'est des boîtes aux lettres qu'on appelle boîtes aux lettres des lobbies parce que c'est directement, ils mettent ce qu'on veut, quoi. Malheureusement, moi, les lobbies ne me déposent pas de bouteilles de champagne. Ils savent que c'est mort, donc voilà. Bardella, par exemple. C'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça a été vidé. Je vérifie au cas où il n'y a pas un truc à... des races, oui. Mais non. Glucksmann. Oula, Glucksmann, il faut faire le ménage. La voix que vous venez d'entendre est celle de Leïla Chaibi, eurodéputée LFI, qui se filme en train d'aller d'ouvrir les casiers de ses collègues, qui ne sont pas, il n'y a pas de clé, pour voir s'ils ne seraient pas sous la pression des lobbyistes. Déception avec le casier de Jordan Bardella, vide, mais contentement de celui de Raphaël Glucksmann, qui a beaucoup de courriers. S'il a beaucoup de choses, ça signifie qu'il est probablement corrompu, message subliminal de la vidéo. Quant à celui de Marion Maréchal, on y trouve un livre dédicacé par une personne dont la vidéo nous dit qu'il est soupçonné d'avoir harcelé sexuellement un mineur et qu'il aurait contribué à établir des faux documents pour dédouaner Jordan Bardella dans un soupçon d'emploi fictif. Et je trouve ce comportement de chevalier blanc totalement scandaleux, d'autant que les personnalités qui font en général le plus de leçons de morale sont en général celles qui en ont le moins à faire. Tiens, souvenez-vous de Michel Noir, qui préférait perdre les élections que perdre son âme, mais qui n'avait pas de problème de toucher de l'argent en entreprise du BTP en Suisse. Comme Jérôme Cahuzac, qui parlait face caméra derrière un pupitre où était écrit « Lutte contre la fraude fiscale ». Lui aussi aimait beaucoup l'air pur des montagnes suisses. Ou encore, on en a moins parlé en France, ce télévangéliste américain qui prêchait contre le sexe hors mariage et l'homosexualité et qui faisait appel à un homme prostitué avec qui il prenait de la méthamphétamine. Rappelons également l'article 226-15 du Code pénal qui stipule que le fait commis de mauvaise foi d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers ou d'en prendre frauduleusement connaissance est puni d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. C'est beau de jouer la professeure de morale en ayant un comportement de voyou.
comme j'ai beaucoup parlé de morale au début de l'émission, je suis un peu inquiet sur ma propre moralité, mais c'est autre chose. Mais sérieusement, c'est scandaleux d'avoir fait ça. Bah oui, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est incroyable de la part d'une députée. Mais elle se filme en plus. Bah oui, mais c'est fait exprès, c'est fait pour tout déstabiliser, pour faire péter les plans à tout le monde. Elle n'est pas sans ignorer, elle n'est pas bête. Elle sait très bien que ça ne se fait pas, qu'on ne le fait pas et que c'est même interdit. Mais elle le fait pour mettre une pression. Oui, c'est bien. Elle le fait pour mettre une pression. C'est pathétique. Il faudrait vraiment que les eurodéputés réagissent. Ça n'est pas acceptable. Du RN aux socialistes, en passant, bien sûr, par le PPE, quoi qu'il advienne, quel que soit le ce n'est pas acceptable. Je n'ai pas à fouiller dans la boîte aux lettres de Jordan Bardella. Ça ne me regarde pas. Donc, il faut porter plainte. Et moi, j'aimerais bien que les eurodéputés portent plainte. Le problème étant que c'est exactement ce qu'elle recherche. C'est exactement la stratégie habituelle, désormais maintenant au Parlement européen de LFI. C'est infernal. Comment on va faire jusqu'en 2022 27, ça va être long. Hein. J'espère. Un culot, c'est la stratégie. J'espère qu'on fera autant de publicité à la condamnation judiciaire qui, j'espère, s'abattra sur elle. Voilà. Parce que ce qu'elle fait, c'est évidemment pas bien. C'est pas bien. C'est plus que pas bien. Non, mais surtout dire, voyez, moi, il n'y a rien dans mon casier parce que je suis propre. C'est pas bien politiquement. C'est, j'ai même envie de dire, et je vais utiliser un gros mot, dégueulasse intellectuellement. Et il faut que ça soit pénalement puni. Voilà, c'est tout. Ouais. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Félix Mathieu sera avec nous, bien entendu. Et puis, si vous voulez participer à cette émission, vous le savez, c'est ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous faites comme Sylvie, notre vraie voix du jour, et on vous accueille avec joie et bonne humeur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, vous vouliez j'allais dire François, pas du tout. Sébastien Ménard, vous l'avez. Françoise de Goa, vous l'avez. Philippe Bilger, vous l'avez. Car Ménard n'a pas pu tricher, je le rappelle. Oui, il est très très important de rappeler. On a annulé la victoire parce qu'il y avait vice de forme. C'est ça. Quand il est à l'étranger, qu'il a de mauvaises communications, comme par hasard, il ne gagne jamais le quiz. Je pense qu'il y a des traîtres dans cette rédaction. Je le dis, ça ne dit rien. Mais surtout des gens de bon goût. C'est ça. Il vient d'admettre. Allez, tout de suite la France qui reste debout. Les vraies voix Sud Radio. Et vous commencez à la connaître maintenant, cette opération de Sud Radio avec le syndicat de la presse hebdomadaire régionale. On parlait ce matin des solutions face aux fermetures de commerce et des services publics de proximité. Félix Mathieu. On en parlait avec la Vie Corrézienne hebdomadaire, dans lequel on a trouvé par exemple un article sur le distributeur de pain à 1000 vaches, 78 habitants, Corrèze, solution mise en place depuis avril par la mairie. Auparavant, c'était le boulanger d'une commune voisine qui passait au village, mais il a bien fallu faire autrement après son départ. Des distributeurs de baguettes, comme ça on en voit fleurir dans beaucoup de communes, à d'autres endroits, c'est parfois suite à la fermeture d'une boulangerie. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la maire de 1000 vaches en Corrèze. Bonsoir Sylvie Prabonneau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors comment ça se passe concrètement ? Vous avez passé un contrat peut-être avec une boulangerie qui se trouve un peu plus loin et qui passe alimenter ce distributeur pour vos administrés ? Tout à fait, comme vous l'avez expliqué en préambule, voilà, donc c'est suite à la fermeture d'une boulangerie pour cause retraite qui passait donc 3 fois par semaine sur la commune, que je me suis rapprochée d'un autre boulanger, donc d'un artisan boulanger dans une commune juste à côté aussi, et donc qui passait tous les jours pour alimenter le commerce où la boulangerie avait fermé, et je lui ai dit écoute, pourquoi on ne mettrait pas donc une boîte à pain sur la place du village pour les gens de 1000 vaches qui avaient fait offrir 3 fois par semaine du coup. Oui. Voilà. Est-ce que les habitants sont satisfaits ? On se dit que sur le papier, peut-être que certains se disent c'est moins convivial qu'avant, je sais pas. Alors déjà, au départ, j'ai quand même fait un petit sondage pour voir s'ils en auraient l'utilité, s'ils s'en serviraient ou pas. Après, il est clair que ça n'a pas du tout le même, ça n'a pas du tout le même impact que le boulanger qui passait le klaxon 3 fois par semaine. C'est moins convivial. Se retrouver, voilà, c'est moins convivial, parce que là en fait on a un distributeur et il parle pas. Voilà. Mais on vous perd un peu. il gagne puisque.
On vous perd. Un peu moins convivial, mais ils y gagnent, ils y avouent, oui, on vous perdait un peu. Ah oui, en praticité du coup, parce que c'est quand même une population assez âgée. Donc du coup, ça évite qu'ils prennent la voiture tous les jours ou 2 fois par semaine pour aller chercher du pain. Mais on peut vous envoyer Philippe David, nous. Il sera très content. C'est logique, elle adore me mener à la baguette. Il n'y a que du pain, madame le maire. Il y a que du pain. Il n'y a que du pain, c'est que de la baguette. C'est un distributeur de 60 baguettes. C'est génial. Tous les jours. C'est top. Et est-ce que vous les passez, les 60 baguettes, pardon? Alors pour l'instant on a mis en place donc au 1er avril. Donc on a commencé la première semaine avec 20. Là on est monté à 35. Ah, c'est bien. Il est vide tous les jours. Après il sert heureusement aussi, il ne sert pas que pour les habitants de la commune de Millevaches. Oui, ils viennent d'à côté. Communes comme la mienne qui sont limitrophes, qui en profitent. Et il y a surtout aussi un petit peu de tourisme malgré tout, parce que même si on est, pour situer quand même Millevaches en Corrèze, le plateau de Millevaches, quand même, on est un petit peu perdu, on va dire. On a quand même. On vous perd. On vous perd un petit peu. Madame le maire, est-ce que ça veut dire que vous allez peut-être trouver des opérations aussi avec des produits locaux, peut-être demain, non ? Alors, en fait, produits locaux, non, parce que sur la commune, j'ai le siège de la Maison du Parc de Millevaches, du Parc naturel de Millevaches, qui, eux, ont une boutique et qui distribuent des produits locaux déjà. Ah, d'accord. Très bien, très bien. En tout cas, c'est une très belle initiative. Pour la France rurale. Merci en tout cas, Sylvie Prabono, maire de Millevaches en Corrèze. Et même si c'est un petit peu perdu, c'est ravissant. Et donc, je vous incite à y aller, bien entendu. Vous dites que vous êtes envoyé par Sud Radio, vous êtes très bien reçu. Merci mille fois, madame le maire. Merci à vous. Merci à vous. Et demain matin, à 6h50, puis à 9h et 10h, on dressera le tableau noir des zones blanches avec l'hebdomadaire La Semaine de l'Allier du côté de Moulins. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des Vrais-Voix et celui de Philippe Bilger. On va parler de TikTok et des islamistes. TikTok, il est jeune, ce Philippe Bilger. Eh bien, Françoise de Gois. L'Espagne et la Belgique ont la notion des vrais problèmes et demandent une enquête sur les votes pour Israël à l'Eurovision. Et avec vous, Sébastien Maynard ? Moi, je vais vous parler du concept de l'OQGF, dont on parle depuis quelques jours. Très bien. Ah oui, l'obligation de quitter le gouvernement. Exactement. C'est ça. Exactement. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, et c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Allez la vedette, à table. Allez, vous êtes des vedettes de la télé. Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non. Taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table De l'actualité. Et c'est Philippe Bilger, alias Harrison Ford, qui, pour son tour de table, veut parler de l'influence des islamistes sur TikTok. Oui, en fait, j'ai appris, je ne le savais pas, que les islamistes se servent beaucoup de TikTok pour embrigader la jeunesse, et notamment par une invitation dite avec un style très aimable. Ma sœur, pour être belle, il faut juste se couvrir. Et il paraît que cette invitation proférée avec une sorte de gentillesse, de politesse, a beaucoup d'effets, et que ça permet aux islamistes de favoriser ce voile auquel ils tiennent tant. Françoise Degois. Ouais, je sais pas. De toute façon, j'ai beaucoup de mal avec TikTok. Je comprends pas ce réseau. Je pense que beaucoup de gens s'en éloignent. Enfin, des gens sensés et beaucoup de politiques s'en éloignent parce que je pense que c'est un réseau tout à fait néfaste. Il y a mais des pas trucs, les gamins, malheureusement. Non, pas les gamins, mais il y a des trucs absolument non, mais de toute façon, voilà, il faut absolument maintenant réguler ce type de réseaux sociaux. TikTok, il y a des choses. Il y a même des vidéos pour vous apprendre à vous suicider. Enfin, c'est complètement délirant. Donc, ok, l'islamisme, certes, mais il n'y a pas que l'islamisme dans la vie.
y a aussi la vie, tout simplement. Il y a des vidéos sur TikTok qui sont tout à fait insupportables, qui deviennent virales. Je me souviens, en plus, ça va très vite. Je ne sais pas comment ils font. Je me souviens, à l'époque, on faisait des éditos beaucoup sur le Covid, etc. Moi, je n'ai jamais été sur TikTok. Et je crois que les copains du web avaient mis un de mes éditos sur TikTok. C'était monté à 1 200 000 vues, ce qui n'existe pas. En fait, en réalité, ça n'existe pas. 1 200 000 vues pour un édito sur une radio en France. Et ben, la réalité, c'est que ça veut dire la puissance des algorithmes. Je suis très méfiante. On est moins insulté que sur X. Je ne poste jamais sur TikTok. Jamais, jamais. Moi, je pense qu'il faut deux choses. Il faut à la fois, cher Philippe Bilger, il faut réguler. Voilà, parce qu'on ne pourra évidemment pas interdire, donc il faut réguler. Et puis surtout, il faut y assurer une présence. Voilà, parce que c'est aussi ça, on l'a vu tout à l'heure avec notre invité, tout ce qu'il disait était frappé au coin du bon sens sur l'islamisme rampant, sur l'islamisation des pensées, des consciences et d'une partie de la jeunesse de France. C'est la raison pour laquelle, quand on a ce type de médias, il faut être présent. Voilà, il faut avoir des voix dissonantes. Il faut être dedans. Il faut être dedans, voilà. Françoise de Goua, coup de gueule sur l'Allemagne et la Belgique qui demandent une enquête sur le vote d'Israël à l'Eurovision. C'est quand même dingue. Non, c'est pas une blague. Moi, je pensais que c'était le Gorafi. Non, je disais c'est dingue. Quand j'ai vu Pedro Sanchez, qui est pourtant un Premier ministre socialiste, normalement, je devrais le soutenir. Mais alors, je ne le soutiens absolument pas sur cette question de toute façon de Gaza. L'Espagne a toujours été insupportable sur la question d'Israël en permanence, comme l'Irlande. Et ça date pas du 7 octobre. Il y a vraiment une culture. L'Irlande a très souvent été insupportable. C'est un des rares pays qui a décrété une journée de deuil national pour la mort d'Hitler. Il faut le rappeler. Bien sûr, l'Irlande et puis la Grèce aussi. Il y a un antisionisme, pour ne pas dire plus, qui est tout à fait insupportable en Espagne. Et là, ça atteint le pompon, puisque donc Pedro Sanchez non seulement demande l'interdiction d'Israël d'Eurovision pour l'an prochain, parce que ce pays n'a rien à y faire, et demande une enquête sur les votes de l'Eurovision. Mon Dieu, quelle horreur! Comment cette jeune fille, Yuval, a pu se retrouver l'espace d'un instant et en situation de pouvoir gagner, mon Dieu, une Israélienne, ai-je envie de dire, entre parenthèses, une Juive, mon Dieu, mais qui est rescapée d'un massacre, qui a survécu pendant des heures en se cachant sous des cadavres. Mon Dieu, mais quelle horreur! C'est donc le complot juif international, le complot sioniste, qui a permis qu'elle arrive en tête. C'est lamentable. Je vous le dis, c'est lamentable. Moi, j'ai envie de hurler quand je vois ce genre de conneries. Et vous avez la Belgique, évidemment, la Belgique qui enchaîne. On se demande bien pourquoi la Belgique enchaîne, exactement pour les mêmes raisons. C'est la démagogie pure. Mais ça crée du débat en France. Et demain, je ferai mon édito là-dessus chez Jean-Jacques Bourdin. Parce que vous avez Manon Aubry qui commente et qui dit il était temps. Et oui, il faudrait quasiment que toute l'Union européenne demande une enquête sur la façon dont on a voté pour Israël. Non, mais c'est dingue. Comme si les gens n'avaient pas un cœur, n'étaient pas capables à un moment donné ou d'apprécier une chanson. D'apprécier une chanson, mais plus que d'apprécier une chanson, d'apprécier cette histoire et de dire voilà, et ben on va donner le point à cette jeune fille comme il l'a fait avec l'Ukraine, rappelez-vous. C'est ça avec l'Ukraine, absolument. La réalité, c'est que les gens ont effectivement du cœur, mais il faut aussi constater qu'une grande partie de celles et ceux qui regardaient, comme moi, ce grand spectacle européen, l'Eurovision, soutiennent ce qui se passe dans cette partie du monde. C'est-à-dire moi, j'ai voté Israël. Non, mais soutiennent, c'est-à-dire que indépendamment, l'Eurovision, c'est une séquence, c'est une parenthèse de diplomatie culturelle. Mais dans diplomatie culturelle, il y a diplomatie, et les gens soutiennent Israël aujourd'hui. Enfin, faut quand même juste, à un moment donné, on n'a que quelques commentateurs, débatteurs, hypocrites, clientélistes qui ne l'admettent pas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une très grande partie des Européens qui soutiennent Israël. Il est hallucinant qu'on se batte sur un truc pareil. Vous vous rendez compte ? Et c'est que le début. Et je ne parle pas des artistes israéliens. Je l'ai vu comme toi, comme vous, jusqu'au bout. J'attends de voir la Batch Eva Dance Company, qui est une des plus grandes désormais compagnies de danse au monde contemporaine. Et ils se sont déjà fait bousculer il y a 4 ans quand ils sont venus à Paris. Il n'y avait pas de 7 octobre. Ils sont programmés à Paris. J'attends de voir Ohad Naharin, qui est le chorégraphe de cette compagnie, qui est un type extraordinaire, qui prône la paix, qui emploie des danseurs palestiniens. Vous allez voir qu'il va se faire brasser. C'est insupportable. Voilà. Moi, ce mot, et que des politiques utilisent ces passions-là, si vous voulez, de façon électorale, je ne m'en remets pas depuis le 7 octobre et je n'aurai de cesse de le combattre. Sébastien Ménard.
Moi, j'ai été, mon tour de table portera sur ce qu'on appelle communément, en tout cas depuis quelques jours, l'obligation de quitter le gouvernement français. Donc l'OQGF. L'OQGF, exactement. Pourquoi ? Alors, c'est quoi ce concept ? Le concept, c'est que vous avez des personnalités politiques importantes. Je parle du ministre de l'Intérieur, devenu président du Parti Les Républicains, Bruno Retailleau, l'une de ses très proches, puisqu'elle était vice-présidente du Sénat, Sophie Primas, donc sénatrice de son État, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, qui ont, je dirais, à quelques heures d'intervalle, pour l'un dit « je ne suis pas en même temps », etc., j'y ai jamais cru et ça n'a jamais fonctionné et il faut sortir de tout ça le plus vite possible. Et la porte-parole du gouvernement qui oublie qu'elle est porte-parole du gouvernement, qui dit qu'effectivement que le macronisme va s'éteindre dans les prochains mois. Voilà. Alors si effectivement ça peut être une réalité politique pour Bruno Retailleau, il a échappé à personne qu'il n'a jamais été en même temps. Faut quand même qu'il n'oublie pas qu'aujourd'hui il est ministre de l'Intérieur, donc il est ministre de tous les Français, qui travaille sous l'autorité d'un Premier ministre qui s'appelle François Bayrou, et qu'accessoirement il a été nommé par le président de la République. Voilà, donc ça c'est quand même un élément important. Alors, à la limite, Retailleau, je peux quelque part le comprendre de par la dimension qu'il souhaite prendre, une dimension qu'il a pu prendre d'ailleurs grâce, je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle qu'avant dans son entrée au gouvernement, je pense qu'il n'y avait pas un Français sur 10 qui savait qui était monsieur Bruno Retailleau, et ça n'enlève rien, mon cher Philippe Bilger, à son mérite, à son talent, à ses prises de position qu'on peut parfois soutenir, vous et moi. Mais je trouve ça d'une incorrection, d'une impolitesse, d'une indélicatesse, et ça me rappelle un petit peu, vous savez, la phrase de François Hollande qui avait dit à des gamins, juste après son élection, un petit gamin dit « Ah bah c'est pas Nicolas Sarkozy », puis il avait dit « Oh bah lui tu le verras plus ». Voilà. Bah moi j'ai la faiblesse de croire que finalement tout ça, c'est tout sauf pour enterrer le macronisme et enterrer toutes celles et tous ceux qui en tout cas se revendiqueront de l'héritage du président de la République et d'Emmanuel Macron. Françoise de Gouaix est court. En même temps, merci. En même temps, Sébastien, elle n'a fait qu'énoncer une évidence, Sophie Primas. Et c'est pas son rôle. Oui, c'est mais pas son rôle. Le président n'est plus en position de majesté. Et lorsqu'elle dit mais que c'est pas elle de le dire. Jusqu'en 2027, on a la fin du macronisme et qu'après il n'y aura pas la poursuite du macronisme. Ça ne m'a pas ce qu'on va dire. Je vais répondre à ça. Moi, je trouve ça complètement délirant. Moi, je suis d'accord avec. Franchement, je suis d'accord avec Sébastien. D'abord, on parle pas de mort de cordes dans la maison d'un pendu. Ça, c'est le premier point. Enfin, c'est une question d'éducation. C'est de la mauvaise politique de faire ça. Je sais pourquoi elle fait ça. Elle fait ça uniquement pour expliquer que on tourne la page avec Retailleau et la droite va tourner la page du macronisme et la droite et le macronisme, pareil. Mais c'est complètement débile. Tournée, Puis c'est débile en plus de ça politiquement, parce que si c'est Édouard Philippe, ce sera de toute façon l'héritier du macronisme. Ah non, mais il est évident que le macronisme n'existe plus bien sûr après 2027. Mais vous savez pas. Macron va continuer d'exister. Le macronisme, c'est Macron. Il sera candidat en 2032. Donc s'il faut être débile. Elle a dit d'une manière très délicate. Tout à l'heure, vous dénonciez quelque chose. C'est comme le sarkozysme. Le sarkozysme n'est pas mort. Vous voyez ? Ah oui, mais c'est la même chose. En fait, là, on parle d'une sorte de politesse le hollandisme n'est pas mort non plus. Mais si on avait dit Bruno Retailleau s'en va du gouvernement et quelqu'un aurait ramené sa fraise en disant le retaillisme est mort, vous seriez debout sur la table en train de sauter, en train de dire ça ne se fait pas. Mais le tour de table des vraies voix est mort. Parce qu'on a une gagnante qui attend depuis un long moment au standard. Oui, on a Catherine qui vous a écouté, bien sûr, la test de bûche. Le bassin d'Arcachon. Oui. On aimerait bien être avec Catherine, on vous l'avoue. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Catherine, nous sommes très heureux de vous annoncer que vous avez gagné, à remporter un très joli cadeau, puisque vous avez gagné un pack Lexon, en tout cas offert par Lexon et les vraies voix, et c'est un MacBank et une enceinte Minoté. Donc vous allez pouvoir recharger votre téléphone et surtout écouter les vraies voix grâce à cette enceinte magnifique. Mais même si je n'avais pas eu cette enceinte magnifique, je vous écoute régulièrement. Merci beaucoup. Bravo, moi je dis bravo Catherine. Quel fair play. Beaucoup de et classe. Philippe Bilger est toujours pour apaiser tout le monde. Et... Ça dépend, vous plaisantez. Catherine. Il y a au moins quelqu'un qui me connaît. Non, c'est pas possible que vous disiez ça. Non, Catherine. Et Françoise de Gouaix, elle monte toujours dans les tours, mais elle me fait beaucoup rire.
Je vous remercie. Alors, votre jugement est assez juste me concernant. Concernant Philippe Bilger, vous êtes frappé d'une illusion amoureuse, je pense, parce que c'est pour la peste, en fait, Philippe Bilger. La seconde partie de votre phrase est absurde. C'est vraiment pour la peste. Il a une espèce d'air. Tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. La vérité, il sème du venin en permanence. C'est ça, exactement. Mais vous êtes d'une mauvaise foi crasse. D'une sourde écoute, Catherine. Catherine, pardonnez-moi. Sébastien Ménard aussi apaise. Aussi. Merci beaucoup, madame. Mais vous savez qui c'est? Catherine, vous avez un très joli prénom puisque vous portez le prénom de ma maman que j'embrasse, bien entendu. On vous embrasse, Catherine. Bisous, Catherine. J'embrasse ma mère aussi qui s'appelle Marie-Josée, mais bon. Et nous embrassons toutes les mamans de France, voilà, et toutes les Catherine, Ouais, bien tous les entendu. Philippe aussi, moi, On j'aime est bien. ravis de vous avoir offert ce très joli cadeau. En tout cas, Catherine, vous nous écoutez depuis longtemps, j'ai l'impression, je vois. Oh là là, oui. Dans la maison, je suis toujours branchée. Et puis sur mon portable, j'ai toujours... là, je suis sur le portable et je vous écoute quand je ne suis pas à la maison. Eh ben, on va vous remettre la Légion d'honneur de Sud Radio. Ah bah voilà, on va vous faire commandeur de la Légion d'honneur de Sud Radio. Merci beaucoup, Catherine. Mais c'est génial, faisons un trophée des vraies voix. Faisons une médaille des vraies voix, j'adore. Voilà, les meilleurs auditeurs, Ouais, voilà. avec Et des Catherine, cadeaux à la clé, quand même. vous rentrez dans ce top, j'ai envie de dire. En tout cas, on vous fait des gros bisous et on embrasse Delphine aussi de Dax qui a rencontré elle a rencontré qui elle veut, mais en tout cas, elle a gagné. C'est la rencontritude ici. Elle a gagné un bracelet personnalisé collection lettres, le vent à la française.com. Vous pouvez aller voir ces jolis bracelets. En tout cas, Delphine de Dax, on vous félicite. Merci beaucoup de votre fidélité à tous. On revient dans un instant avec la suite de cette émission et on va revenir sur les 13% d'intention de vote de Mélenchon qui dévancerait largement les autres leaders de la gauche au premier tour selon le sondage IFOP, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que dans la prochaine présidentielle, la gauche n'aura que des candidatures de témoignages? Et à cette question, Mélenchon largement en tête à gauche et sa nouvel échec de Fort Tondelier et Roussel, vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et je vous le dis d'avance, Françoise n'est pas du tout d'accord. On va rigoler. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai. Sur Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, évidemment Cécile de Ménibus. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et si nous parlions d'abord de la France? Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. La gauche caviar découvre la tête de veau. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Mais il faut laisser ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler. Je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Lui, c'est lui et moi, c'est moi. Je vous demande de vous arrêter. Je vous ai compris. Qui a fait ce jingle? C'est Marie, bravo Marie, notre réalisatrice. Elles sont toutes, hein, vraiment. Lui, c'est lui, c'est moi, vous vous souvenez ce que c'est? C'est Fabius avec Mitterrand quand Jaroulewski vient en visite officielle en France, le tyran de Pologne. En tout cas, au moins 13% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon serait largement devant Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel au premier tour de la présidentielle. En tout cas, selon le dernier sondage d'IFOP pour Sud Radio et Le Figaro. Parlons vrai. Comment expliquez-vous l'effondrement de la gauche dans les urnes? Et à cette question, est-ce que dans la prochaine Mélenchon largement en tête, est-ce un nouvel échec de Fort Tondelier et Roussel? Vous dites ouais, 91%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, c'est 13,5% d'intention de vote selon des hypothèses, en tout cas selon IFOP pour Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde pensait qu'il était abattu, et ben finalement... Parce qu'il fait plus que les 3 autres candidats de gauche réunis. Hein. Oui, mais... Je sais pas. Alors, je poursuis le raisonnement de Françoise dans d'autres émissions où elle considérait que c'était beaucoup trop tôt de faire des sondages de cette nature. On en avait discuté, on qualifierait plutôt ça d'évaluation, quoi, pour voir ce que ça vaut. Moi, 13 pour Jean-Luc Mélenchon, même aujourd'hui, ça ne me bouleverse pas. Je ne trouve pas que c'est colossal, même par rapport
aux autres. Il est évident qu'on parle énormément de lui et il y a cette contagion même du pire. L'essentiel pour un leader qui a des qualités tout de même, c'est qu'on l'évoque en bien ou en mal, et naturellement, il a une visibilité plus forte que ses possibles candidats à gauche. Françoise. Alors, je voulais juste dire que je me chamaille un peu avec mon ami Frédéric Dabi, parce que, et également Jean-Daniel, qu'on embrasse et que j'aime très fort, et Jean-Daniel Lévy, parce que ça devient insupportable. Il va falloir qu'ils arrêtent, parce qu'ils le savent parfaitement, que l'offre politique, ça sera jamais Olivier Faure, Tondelier et Roussel les uns face aux autres. Exact. Il y aura un candidat unique de la gauche qui sera peut-être, mais c'est pas que j'y crois, c'est le processus qui aboutira, c'est évident. Ce sera ou Glucksmann, ou Ruffin, ou Olivier Faure, ou François Hollande. Mais ils sont d'accord sur rien. Mais arrêtez, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Il y aura une primaire, elle est actée, la primaire. Il y aura une primaire pour que tout le monde se mette d'accord. Il y aura un candidat et Mélenchon. Oui. Donc, déjà, quand vous additionnez, vous avez ni Ruffin, vous avez ni Glucksmann, déjà vous additionnez le candidat unique de la gauche, il est déjà à 14. Il est déjà devant Jean-Luc Mélenchon. Déjà Jean-Luc Mélenchon. Donc, il va arriver à gauche, c'est pour ça que je dis que c'est une présidentielle extrêmement ouverte. Il va arriver à gauche, qui va arriver à droite. On revient vraiment à l'essence de la 5e. Le premier tour de la présidentielle de 2027 sera une primaire à gauche entre Jean-Luc Mélenchon et le candidat unique, qui sera ou Ruffin, ou Glucksmann, ou Hollande, ou Faure. Je vous le dis, ça sera entre ces quatre-là. Et à droite, ce sera une primaire... Malheureusement, non, je crois pas qu'il y aura de femmes. J'aimerais bien, mais il y a personne qui a jailli. Et à droite, ce sera une primaire, bloc central droite, entre Bruno Retailleau, Édouard Philippe, voire Gabriel Attal. C'est ça. Voir les deux. Voir les deux, oui, voir les deux. Donc, je vous le dis, ce sondage, on peut s'amuser à faire du sensationnel. On peut s'amuser à dire, oh, Mélenchon n'est pas mort. 13%, il est mort. Il est très, 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 très loin du second tour. Par contre, la gauche n'est pas à 4,5, 4 et 3. Ça n'est pas vrai. Voilà. Le reste de la gauche. Si, c'est pareil, si. Mais parce que c'est fraction. On ne peut pas sonder sur une hypothèse qui n'existe pas. C'est pas possible. Ça peut amuser qui? Ça amuse tout le monde. Pourquoi? Parce que ça permet de dire Mélenchon écrase le match. Enfin, on peut faire autre chose que du buzz, mince, quand on fait des sondages. Non, Françoise de Gaulle a complètement raison. C'est-à-dire que la copie qui nous est présentée, elle a le mérite d'exister. Et donc, on va pouvoir quand même la commenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 13 pions, les 13 points, 13,5 points face de Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, ou 13 points face à Jordan Bardella. Ce qui est intéressant, c'est que malgré je dirais, l'état de déconfiture idéologique de la France insoumise, qui, quelque part, n'a pas brillé tant dans l'hémicycle que sur l'ensemble des débats auxquels la France insoumise a pu participer. Et j'ai même envie de dire, le suffrage universel depuis les élections législatives ne leur est pas très favorable. Non, ce qui est intéressant, c'est de regarder, il y a quoi dans ces 13%. Et moi, je trouve que ce qui est inquiétant dans ces 13% aujourd'hui, c'est qu'il y a une radicalisation d'une partie de l'électorat communautariste, qui s'agrège à Jean-Luc Mélenchon. Et vous n'avez pas que des électeurs, enfin des intentions de vote de gens qui veulent une espèce de révolution populaire. Non, vous avez, et c'est ça qui est le plus grave, et je vais aller au bout, c'est que vous avez un certain nombre de Français de confession musulmane qui sont quelque part persuadés que la France devient islamophobe et qui, derrière ces 13%, il y a un espèce de repli. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est pas tant. Et ce qui m'inquiète, c'est pas que cet électorat-là, parce que pour moi, en fait, on est d'abord républicain, on est d'abord français, et après, je dirais, dans sa sphère personnelle, on est chrétien, on est juif et on est musulman. Mais c'est ça qui me gêne le plus. Ou on est athée ou agnostique. Oui, bien sûr. Mais je me demande quand, je dirais, l'ensemble de la classe politique va être capable, quelque part, de sortir cet électorat communautariste du carcan de la France insoumise. Mais je voudrais répondre à ça. Non, mais je vais répondre à ça parce que ça n'est pas vrai. Moi, j'en suis certain. Non, mais tu peux être certain, et puis après, tu peux être certain, vous pouvez être certain, Sébastien, et puis après, il y a les données.
ce que fait Jean-Luc Mélenchon là n'est pas plus fort que le Front de gauche. En 2012, le Front de gauche, il arrive à 12%. Donc il n'a pas élargi. C'est pas. Non, François, non. Sur la structure, laissez-moi finir. Mais là vous parlez de politique. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que je peux finir? Je dis simplement. Attendez, ne criez pas. Non, mais je vais terminer pour bien qu'on comprenne. Vous êtes en train d'expliquer que les musulmans votent plus pour Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, le vote entre guillemets, s'il y a un vote musulman en France, le vote, il est très clairement en faveur de Mélenchon. Si Mélenchon ne profitait pas de ce vote-là, il serait aujourd'hui tombé à 6 ou 7%. Ça n'est pas vrai. Je suis sûr, moi. Mais vous êtes sûr? Moi, on a le vote. C'est exactement comme c'est aussi faux de dire ça que de dire que les Juifs, le vote juif des Juifs français serait plus important sur le Rassemblement national. Actuellement, c'est le cas. Pas vrai. Mais même Frédéric Dabi vous l'explique que c'est faux. Ça fait partie des biais cognitifs qu'on s'invente sur les plateaux. Les Juifs votent en fonction de leur, comment dirais-je, en fonction de leur point de départ. Vous avez énormément de musulmans qui votent pour la droite. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je vous dis juste. Mais vous n'avez pas non plus de. Mais bien sûr. Mais écoutez, non. Une enquête à 72 pages. Lisez-la jusqu'au bout, Sébastien. Il n'y a pas de vote musulman. Un peu plus pour Jean-Luc Mélenchon peut-être, mais la réalité, c'est que il récupère des ouvriers. Et il n'est pas plus haut que le Front de gauche en 2012. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Vous restez avec nous puisque dans un instant on va revenir sur le plus grand procès de pédocriminalité en France, cher Philippe, sur l'affaire Squarneck, bien entendu, avec l'avocate de Céline Mahutot, victime et partie civile dans le procès d'assises, et puis son avocate, maître Lise Borne, sera avec nous, et Martine Brousse, présidente et cofondatrice de l'association La Voix de l'Enfant. On vous souhaite la bienvenue et on sera ensemble bien sûr jusqu'à 20h. À tout de suite. Miam.